Bonjour à tous, je suis le docteur Boumer Dacier, je suis maître assistante en psychiatrie au niveau de l'EHSD Les Hussein au service A et je vais vous parler des troubles dissociatifs. On a tous fait à un moment donné une expérience de dissociation, par exemple garer sa voiture et oublier où est-ce qu'on l'avait posée, par exemple. Donc ça c'est dû au fait qu'on rêvasse, qu'on est en train de réfléchir à ses soucis personnels, qu'on est absorbé par une émission de radio. Il suffit qu'on se remette pour se souvenir finalement où est-ce qu'on va laisser. Au contraire, une personne qui souffre de troubles dissociatifs peut totalement oublier des activités qu'elle a réalisées pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, voire plus longtemps. Elle peut avoir des sentiments de sauter une période de temps, elle peut se sentir détachée d'elle-même, ou même se sentir détachée du monde qui l'entoure. Les troubles dissociatifs impliquent les éléments suivants. Pour la dépersonnalisation des réalisations, on retrouve une sensation de détachement de soi ou de son environnement, une incapacité de se sentir, de se souvenir d'informations personnelles importantes. C'est souvent associé à un traumatisme ou à un stress dans l'amnésie dissociative. Un sens de la mémoire de l'identité fragmentée dans les troubles dissociatifs de l'identité ou personnalité multiple. Ça, c'est très médiatisé, ce dernier trouble. On le retrouve beaucoup dans les films, dans les séries. Il y a notamment une série United States of Tara qui est très bien faite, qui illustre très bien la clinique de la personnalité multiple. Il faut savoir qu'il y a souvent un conflit intérieur intolérable. Ça sous-entend qu'il y a eu un traumatisme qui a secoué cette personne et qui la pousse à quelque part à fragmenter son psychisme pour échapper à cette souffrance. En ce qui est du DSM-5, il nous dit que les troubles dissociatifs sont caractérisés par une perturbation et ou une discontinuité dans l'intégration normale de la conscience, de la mémoire, de l'identité, des émotions, de la perception, de la représentation du corps, du contrôle moteur et du comportement. Il l'associe également à la présence d'un traumatisme psychique. Les troubles dissociatifs sont souvent les trois entités principales dont on parlait tout à l'heure, le trouble dissociatif de l'identité, l'amnésie dissociative et la dépersonnalisation des réalisations. Il existe deux autres entités, à savoir les autres troubles dissociatifs spécifiés et le trouble dissociatif non spécifié. Les entités cliniques. La première entité clinique que nous allons étudier est la dépersonnalisation et ou déréalisation. On commence par définir la dépersonnalisation. C'est une sensation d'étrangeté par rapport à son propre corps. C'est-à-dire que par exemple la personne va vous dire j'ai eu l'impression d'être sorti de mon corps et de le regarder. La déréalisation, c'est une sensation d'étrangeté par rapport à son environnement. C'est une expérience d'irréalité ou de détachement du monde extérieur. Donc, lors de ces expériences, l'appréciation de la réalité, elle est intacte. En ce qui est de la prévalence, on dit qu'approximativement la moitié de tous les adultes au cours de leur vie ont au moins expérimenté une fois la dépersonnalisation des réalisations. Des épisodes de dépersonnalisation et ou de déréalisation transitoire, qui durent quelques heures à quelques jours, sont fréquents dans la population générale selon le DSM-5. Mais les chiffres exacts sont difficiles à évaluer. Toutefois, on évalue approximativement la survenue de ce trouble à 2% sur la vie entière, notamment aux États-Unis. Il n'y a pas de différence de sexe. Alors, en ce qui est des critères diagnostiques du DSM-5, il parle d'expériences prolongées ou récurrentes de dépersonnalisation, de déréalisation ou bien des deux. Donc, il nous définit la dépersonnalisation et la déréalisation. Il nous dit que pendant les expériences de dépersonnalisation et ou de déréalisation, l'appréciation de la réalité demeure intacte. Les symptômes sont à l'origine d'une détresse cliniquement significative, il y a souffrance, et d'une altération du fonctionnement socio-professionnel et dans les autres domaines importants de la vie. La perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance, dans le sens où la personne n'a pas pris de drogue, et la perturbation n'est pas mieux expliquée par un autre trouble mental, comme la schizophrénie, les troubles paniques, etc. La seconde entité clinique est l'amnésie dissociative. Elle est caractérisée par une incapacité à se rappeler des informations autobiographiques. C'est c'est la chose principale à retenir. Cette amnésie, elle peut être localisée, c'est-à-dire un événement ou une période de temps. Elle peut être sélective, un aspect spécifique d'un événement, ou bien global, de l'identité ou de l'histoire personnelle. Donc il faut savoir que l'amnésie localisée ou sélective est plus fréquente, l'amnésie globale est rare, la fugue dissociative est rare chez les individus souffrant d'amnésie dissociative, mais fréquente dans le trouble dissociatif de l'identité.
La prévalence de ce trouble évaluée à 12 mois dans une étude d'un petit échantillon aux États-Unis a obtenu un chiffre de 1,8%, avec une prédominance féminine. Ici, nous avons les critères diagnostiques du DSM-5. On reprend aussi l'incapacité de se rappeler des informations autobiographiques importantes, habituellement traumatiques ou stressantes, qui ne peut pas être un oubli banal. Donc là, on fait le lien avec un événement traumatique. Il faut spécifier s'il existe une notion de fugue ou pas. La troisième entité clinique, c'est les troubles dissociatifs de l'identité. Alors ce trouble il est assez particulier. Donc avant on parlait de personnalité multiple. C'est une entité clinique dont on parle énormément dans le cinéma, dans les séries, etc. C'est assez impressionnant à voir. Elle est caractérisée par la présence d'au moins deux états de personnalité distincts ou bien une expérience de possession et des épisodes récurrents d'amnésie. Donc là on parle d'altères. Les personnalités on les appelle altères. La fragmentation d'identité peut varier selon les cultures, par exemple les formes que prend la possession. Donc, culturellement, on retrouve beaucoup ça, donc il faut faire la part des choses. On ne parle pas de schizophrénie, d'accord? Donc, le délire de possession qu'on retrouve dans la schizophrénie, c'est à part. Ça, c'est autre chose. On retrouve des personnalités distinctes, des alters distincts. On peut en avoir au minimum deux, mais on peut en avoir des quantités énormes, plus d'une centaine ont été décrites dans certaines descriptions cliniques. Et il faut savoir qu'il y a souvent une notion de traumatisme psychique associée. La prévalence sur 12 mois du trouble dissociatif de l'identité chez l'adulte, dans une étude américaine, l'a évalué à 1,5%, mais c'était un échantillon qui était de petite taille, avec une prédominance qui était de 1,6 chez l'homme, donc il y avait une prédominance masculine, d'1,4 chez la femme. Ici, on retrouve les critères diagnostiques du DSM-5. On parle d'une perturbation de l'identité caractérisée par deux ou plusieurs états de personnalité distincts, ce qui peut être décrit dans certaines cultures comme une expérience de possession. Donc là, ça revient un petit peu à ce qu'on expliquait tout à l'heure. Ces signes et ces symptômes peuvent être observés par les autres ou bien rapportés par le sujet lui-même. Il peut lui-même vous parler de ses altères. Fréquents troubles de mémoire associés à ce type de pathologie, et les symptômes sont à l'origine d'une détresse cliniquement significative ou d'une altération du fonctionnement socio-professionnel et dans des domaines importants de la vie. La perturbation ne fait pas partie d'une pratique culturelle ou religieuse largement admise, et il faut savoir qu'il faut exclure le fait que ce soit secondaire à une prise de toxiques, une prise de drogue, ou bien à une infection médicale générale, pas comme des crises commerciales partielles complexes. Les personnes souffrant de troubles dissociatifs de l'identité vivent des intrusions récurrentes et inexpliquées dans leur fonctionnement conscient et dans le sens de soi. C'est-à-dire qu'il y a la personnalité principale qui va être parasitée par les autres personnalités. Elle pourra entendre des voix, des actions, des discours dissociés, avoir des pensées intrusives, des émotions et des impulsions intrusives. Des altérations du sens du soi, par exemple des attitudes, des préférences qui vont changer, des goûts différents, des sentiments différents, et des changements étranges des perceptions. Par exemple, la dépersonnalisation, la déréalisation, comme le fait de se sentir détaché de son corps alors qu'on est en train de découper quelque chose, par exemple. C'est-à-dire une sensation de sortir de son corps. Les symptômes neurologiques fonctionnels intermittents peuvent exister et le stress peut provoquer la précipitation de changements d'altère. Les comorbidités psychiatriques sont assez fréquentes dans les troubles dissociatifs. Notamment, on doit systématiquement rechercher les troubles psychotiques, les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les dépendances à des substances et les troubles de la personnalité ou même certains troubles neurologiques associés. Notamment, euh, il faut savoir que les troubles dissociatifs de l'identité et la dépersonnalisation sont les troubles dissociatifs les plus fréquemment associés à des comorbidités, plus spécifiquement le trouble de la personnalité borderline ou même les états de stress post-traumatique. La prise en charge des troubles dissociatifs va nécessiter dans le contexte de l'urgence, d'évaluer s'il existe un risque suicidaire ou un risque hétéroagressif. Et ça, après avoir réveillé le patient, bien sûr, et essayer de diminuer les symptômes dissociatifs en favorisant la réafférentation spatio-temporelle. D'accord. Le recours à l'hospitalisation provisoire peut être nécessaire, mais on va préférer les urgences à l'hospitalisation psychiatrie. Celle-ci doit être envisagée uniquement si la présence de troubles comorbides, psychiatriques, dépressifs, psychotiques ou autres. En cas d'absence d'alliance thérapeutique, également, la nécessité d'une hospitalisation pour protéger le patient, elle peut être nécessaire.
Alors, si une désorientation temporospatiale est présente, dans ce cas-là, il faut traiter comme une confusion mentale, c'est-à-dire qu'il faut bilanter le patient, faire un examen clinique pour éliminer une organicité qui pourrait mettre en jeu le pronostic vital. Psychothérapie et troubles dissociatifs. Il faut savoir qu'actuellement, il n'existe pas de psychothérapie standardisée pour l'ensemble des troubles dissociatifs. L'approche thérapeutique va varier en fonction de la clinique, de la dissociation et surtout en fonction des comorbidités psychiatriques. Les techniques utilisées sont d'inspiration psychodynamique, ça c'est la psychanalyse, l'hypnose ou même les thérapies cognitives et comportementales. En ce qui est du médicament, l'approche pharmacologique va dépendre avant tout des comorbidités psychiatriques. Alors si on a des troubles anxio-dépressifs, on va mettre en place une anxiolyse et des antidépresseurs. Si on a des symptômes psychotiques, on va prescrire des antipsychotiques et ainsi de suite. Il n'existe pas de molécules propres aux troubles dissociatifs. En conclusion, il est important de connaître ces entités cliniques pour pouvoir les repérer précocement et les prendre en charge pour améliorer leur pronostic. Il faut savoir que les données neuroanatomiques, biochimiques, endocrinaux et même les modèles éthéopathogéniques des troubles dissociatifs semblent un nouveau défi pour les neurosciences. C'est un sujet d'actualité. Et sur le plan thérapeutique, il n'existe actuellement pas de guideline thérapeutique consensuelle et validée. Merci de votre attention.